Raif Manès France, bonjour. Vous Bonjour. êtes l'ancienne présidente du groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine à l'ONU. Vous êtes aussi, je le rappelle, la présidente de la fondation Frantz Fanon qui était votre père, l'une des grandes figures de la lutte anticoloniale, de la lutte des peuples pour leur émancipation à partir des années 50. Il a été, ses livres, son travail, notamment le travail théorique et politique qu'il a fait, a été un travail de base pour tous les militants anticolonialistes et anti-impérialistes de cette époque. Alors, vous êtes ici, on est ici au Conseil de l'Europe. Un député suédois qui s'appelle Mamadou Malcolm Jallow vient de rédiger un rapport sur le racisme anti-africain, anti-noir, on va le dire, dont on parle peu et qui est un phénomène massif, à tel point qu'on en parle si peu qu'il n'y a pas réellement de nom pour nommer cette forme de racisme, alors qu'il y en a pour les autres formes de racisme. Comment un phénomène aussi massif, dont nous allons parler en détail, nous allons voir quels sont les symptômes de cette importance, comment se fait-il qu'un phénomène comme celui-ci n'ait finalement pas de nom? Est-ce que c'est un symptôme, ça aussi? Oui, et ça participe d'ailleurs à l'invisibilisation de la racialisation dont sont victimes les personnes d'ascendance africaine et les Africains. Vous voyez que je n'emploie pas le mot racisme, j'ai bien employé le mot racialisation, parce qu'on doit le référer à la politique de la race qui a été mise en place au moment des grandes découvertes, 1492, et qui s'est étendue jusqu'au 19e siècle, un certain temps donc, et qui a touché 4 continents et qui a vu le transfert forcé de millions d'Africains et la mise en esclavage de millions d'Africains. Cet événement historique-là a toujours des conséquences concrètes, visibles, aujourd'hui dans nos sociétés, spécialement dans les sociétés européennes. Mais dans les sociétés européennes, et malheureusement, comme l'Europe est devenue le modèle à adopter, enfin en tout cas le modèle intellectuel, culturel à adopter, il touche l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Amérique, enfin l'Asie, etc. Ça touche un certain nombre de pays où la pensée intellectuelle s'est construite autour de la modernité. Et il y a un eurocentrisme, et cet eurocentrisme, il se voit très bien avec la façon dont on continue à considérer les afrodescendants, parce que ça s'est intériorisé, il y a un inconscient collectif qui fait que le noir, quand on voit un noir, on odeur comme M. Chirac, ou on pense danse comme ceux qui font de l'exotisme. On ne pense pas qu'on a en face de soi un égal, notre égal, votre égal. Ce mal, comment l'extirper, sachant que vous êtes une familière des institutions internationales, ici on est au Conseil de l'Europe bien sûr, ces institutions internationales prennent des mesures, font des rapports sur ces phénomènes de racisme particuliers qui concernent les populations d'origine africaine, les Noirs en général. Comment se fait-il qu'on réussit ces Non, il n'y a pas de rapports, rapport. ces mesures ne donnent rien finalement? Les États ne font pas de rapport. Ce sont les organisations de la société civile qui en font et qui alertent les États. Mais si vous regardez aux États-Unis, si vous regardez en France, l'État n'a jamais fait un rapport sur la situation des afrodescendants, particulièrement en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à la Kanaki et à Mayotte. Jamais. Jamais l'État n'a fait un rapport sur la situation des afrodescendants, non seulement économique, mais aussi la forme de racisme structurel dont ils sont victimes. Jamais. Parce que l'État, faisant des lois, une loi générale, générique sur toutes les formes de racisme, donc on fait son travail. Le racisme, on vous dit que le racisme, toute atteinte, toute expression raciste ou racialisante est punie, ça n'est pas vrai. Le meilleur exemple, c'est les violences policières. Quand elles s'exercent à l'égard de jeunes noirs qui sont contrôlés 25 fois par jour dans les endroits où ils vivent, ou quand des jeunes noirs ou maghrébins sont tués par la police, il n'y a pas d'enquête. La plupart du temps, on dit il est mort étouffé, il est mort par accident, on casse, on broie le larynx d'une personne et on nous dit que mais non, c'est normal, il est mort d'étouffement. Et quand après les familles veulent investiguer pour avoir les vraies raisons, parce qu'elles doutent de la véracité de ce que la police raconte, c'est impossible. Elles sont face à
à de puissantes réactions qui font qu'il faut vraiment se bagarrer pour arriver à obtenir justice. Et dans tous les cas, c'est ça. Si on regarde Adama Traoré, si on regarde Ali Ziri, si on regarde, je n'ai plus les noms là, mais enfin, un certain nombre de jeunes, Ali Ziri était moins jeune, mais un certain nombre de jeunes qui sont morts de violences policières, et la police n'est jamais jugée coupable. Donc on a aussi intériorisé le fait que ce n'est même pas la peine de s'avouer raciste. On peut être raciste sans avoir à s'avouer raciste. C'est ça qui est le pire, c'est qu'on peut avoir, il faut vraiment que ça atteigne des horreurs comme pour Taubira, où on l'a traité, alors qu'elle était ministre de la Justice, où on l'a traité d'orang-outan, où la personne disait qu'elle préférait la voir dans un arbre plutôt que sur les bancs des ministres à l'Assemblée nationale.